Alors, bonjour tout le monde. Alors, je ne vous vois pas. Sentez-vous à l'aise d'ouvrir votre caméra ou pas? Je me présente. Mon nom est Mélanie Sanson. Je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval. Et j'ai le plaisir d'être la directrice des programmes de deuxième cycle, dont le micro-programme de légistique qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagnée, vous la voyez à côté de moi à l'écran, par Maître Rachel Pomainville, qui est chargée de cours, donc qui enseigne dans le micro-programme de légistique et qui est par ailleurs une diplômée du micro-programme de légistique. Donc, il pourra vous renseigner sur les modalités d'enseignement, la formule pédagogique, mais aussi partager avec vous son expérience dans le micro-programme de légistique. Alors, d'abord, moi, je commencerai par quelques informations plus, je dirais, pratico-pratiques. Et je vois qu'il y a des gens, encore une fois, qui se joignent à nous. On avance tranquillement, simplement. Donc, c'est un micro-programme, hein, notre programme de légistique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, un micro-programme? C'est un programme court. C'est un programme, bien sûr, de deuxième cycle, je le précise. Et donc, un programme de 12 crédits, c'est-à-dire 4 cours de 3 crédits qui sont consacrés à la légistique, donc à la rédaction législative et réglementaire. Et j'aurais envie de dire par ailleurs que c'est une formation en rédaction juridique, alors qui couvre assez large. Donc, les gens qui s'inscrivent dans le micro-programme de légistique sont parfois des gens qui sont déjà sur le marché du travail. En fait, la plupart de nos étudiants dans ce programme-là sont des gens qui sont sur le marché du travail. Certains ont déjà une expérience en matière de rédaction législative ou réglementaire. D'autres aspirent à ce type de fonction. Mais on a aussi parmi nos étudiants des avocats, des notaires de pratique privée ou dans la fonction publique qui ont simplement un intérêt marqué pour la rédaction juridique. Et donc, un micro-programme qui comporte 4 cours, donc les cours légistique 1 à légistique 4. C'est un cheminement à temps partiel, je le précise. Donc, c'est un cours par session pendant 2 ans, donc aux sessions d'automne et d'hiver. Donc, cheminement à temps partiel qui permet, vous le verrez, une grande flexibilité. C'est une formation qui est entièrement à distance et je précise que nous faisions de la formation à distance bien avant la pandémie. Donc, on a une expertise, on a du matériel qui est vraiment conçu spécifiquement pour un enseignement à distance et on a des chargés de cours, des enseignants qui ont l'expérience d'enseigner à distance. Alors, je trouve ça important de le préciser. Et donc, quand je vous parle d'une formule qui est souple, qui est flexible, juste avant de céder la parole à ma collègue Rachel Pomainville, eh bien, ça vient avec une formule à distance, ça vient avec une formule qui est principalement asynchrone, comme on dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas généralement l'obligation d'être branché à une heure précise pendant une plage horaire précise. On fonctionne selon le calendrier universitaire sur 15 semaines, un cours par semaine, mais de façon générale, vous avez l'occasion de faire vos travaux et votre étude au moment qui vous convient le mieux pendant la semaine. Donc, une formule qui est assez gagnante pour les gens qui sont sur le marché du travail, qui doivent concilier travail, études et obligations personnelles, bien sûr. Alors, je m'arrêterai ici pour céder la place à ma collègue Rachel Pomainville qui saura vous renseigner davantage vraiment sur le contenu du micro-programme et la formule d'enseignement. Et je reviendrai en fin de séance pour vous parler un peu du processus d'admission. Alors, Maître Pomainville, la parole serait à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Rachel Pomainville et je m'adresse à vous aujourd'hui en portant un double chapeau, soit celui d'ancienne étudiante du micro-programme et depuis quelques années de chargée de cours. Pour ma part, et c'est peut-être votre cas également, la rédaction législative s'est imposée un peu par hasard dans mon parcours professionnel. En fait, je travaillais au ministère du Conseil exécutif à Québec et j'ai été appelée à travailler sur un premier projet de loi, puis un deuxième, puis un troisième. Et très honnêtement, ma seule expérience pertinente à ce moment-là, c'était d'avoir participé à des simulations parlementaires à l'Assemblée nationale pendant mes études. Bref, je ne me sentais pas super bien outillée pour rédiger des projets de loi. Alors, pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi à la possibilité de m'inscrire au micro-programme et c'est peut-être votre cas également, hein, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, surtout quand on travaille à temps plein.
Et puis, un jour, j'ai vécu une première expérience d'étude détaillée d'un projet de loi en commission parlementaire. J'étais en charge de la rédaction des amendements et ça a vraiment été l'élément déclencheur qui m'a poussée à m'inscrire au microprogramme. Et très honnêtement, je ne l'ai pas regretté 2 minutes. Ça a été beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup appris. Et sincèrement, je pense que chaque minute d'énergie que j'ai investie dans le microprogramme m'a rapporté beaucoup plus en dividendes. Bref, je pense que c'était un très bon investissement. Et là, vous allez me demander pourquoi. Et malheureusement, je n'aurai pas assez d'une journée pour vous dire tout le bien que je pense du microprogramme, mais je vais tenter de vous exposer brièvement mon top 10 des raisons qui devraient inciter le rédacteur, l'apprenti rédacteur, l'aspirant rédacteur ou même plus généralement tout juriste qui s'intéresse à la rédaction à considérer sérieusement le microprogramme de légistique. Premièrement, le microprogramme de légistique permet vraiment d'outiller de façon ciblée et très, très pertinente le rédacteur de lois et de règlements. La légistique, dans le fond, c'est une discipline qui offre des outils aux rédacteurs pour produire des textes normatifs de qualité optimale. Et cette recherche de qualité, elle implique de s'intéresser à 2 aspects. D'une part, le contenu lui-même de la loi ou du règlement, c'est ce qu'on appelle la légistique matérielle, et d'autre part, la mise en forme, la formulation, la rédaction de ce contenu, c'est ce qu'on appelle la légistique formelle. Et le microprogramme aborde vraiment ces 2 aspects. Je dis parfois à la blague là, que le microprogramme nous apprend à penser en paresseux. Et là, attention, je n'ai pas dit qu'on apprend à être paresseux, j'ai dit qu'on apprend à penser en paresseux, nuance. Concrètement, ça signifie que le microprogramme nous donne notamment des outils pour éviter de travailler pour rien, comme le ferait un paresseux. Ça nous apprend aussi à être plus efficace, à être mieux compris, puis on apprend aussi à éviter des problèmes plus tard. À titre d'illustration, sur le plan de la légistique matérielle, on apprend à privilégier les solutions les plus simples possibles pour atteindre le but recherché. On apprend aussi à s'assurer que notre règlement est légal. Sur le plan de la légistique formelle, autrement dit de la rédaction en tant que telle, on apprend d'abord à réfléchir avant d'écrire. C'est la clé d'une bonne conception. On apprend aussi comment structurer un texte, comment rédiger les énoncés, dans quel ordre présenter les informations. Plus précisément, le cours légistique 1 s'intéresse au b.a.-ba de la légistique, au rôle du rédacteur et puis aussi au cadre juridique général de la rédaction. Légistique 2 entre dans le vif du sujet, en fait, en présentant les principes fondamentaux de la conception des textes. Quant à lui, le cours légistique 3 porte sur certaines catégories particulières de dispositions, comme les définitions et aussi les autres éléments introductifs des lois et des règlements, les sanctions pénales, les sanctions administratives, les habilitations et les autorisations administratives. Et puis enfin, le cours légistique 4 aborde les dispositions transitoires et les dispositions d'entrée en vigueur. Alors, deuxièmement, le microprogramme nous apprend à toujours garder en tête le principe phare devant guider le rédacteur de lois et de règlements, qui est de viser l'intelligibilité optimale du texte. Et quand on parvient à écrire des libellés qui sont faciles à comprendre, on se fait beaucoup d'amis. Nos collègues sont contents, nos patrons sont contents, notre ministre est content parce que ça va être beaucoup plus facile à expliquer et les sujets de droit sont eux aussi très, très contents. Malheureusement, rendre une loi ou un règlement facile à lire, prend de la pratique. Mais, bonne nouvelle, troisièmement, le microprogramme permet justement d'accumuler des années d'expérience en accéléré en matière de rédaction. À partir du cours légistique 2, il y a une grande place d'accorder à la pratique, on rédige beaucoup et il y a beaucoup de rétroaction. Alors, on apprend réellement à corriger les travers qui nous sont propres. Et pour ma part, en raison de la rétroaction, là, je trouve que c'est même beaucoup plus formateur que la rédaction en milieu de travail. Quatrièmement, le microprogramme comporte aussi un important volet théorique portant sur la rédaction. Alors, concrètement, on en ressort mieux outillé pour effectuer des choix de rédaction et surtout pour expliquer ses choix. Quand on rédige sans base théorique, on rédige généralement au feeling. On essaie 2-3 formulations et puis on choisit en se disant « me semble que ça se dit mieux comme ça ». Et là, ne vous méprenez pas, je suis la première à reconnaître l'importance du feeling dans la rédaction, sauf qu'en pratique, ce n'est pas ce qui nous permet de justifier de façon très convaincante un choix de libellé. Bref, un des grands avantages du microprogramme, c'est de nous permettre d'argumenter. Cinquièmement, le microprogramme fait de nous de meilleurs
juriste. Parce qu'en plus du volet rédaction, il y a plusieurs blocs de contenu juridique liés aux lois et aux règlements dont on n'a pas nécessairement tous entendu parler dans le cadre de nos études de droit, et comme par exemple les sanctions administratives pécuniaires. Et pourtant, certains de ces contenus sont vraiment fondamentaux. Là, je pense notamment à l'interprétation des lois et règlements, aux principes généraux du droit, aux critères de légalité des règlements ou encore au droit transitoire. Pour prendre l'exemple du droit transitoire, là, c'est un droit qui s'intéresse notamment à la naissance et à la mort de la loi, à sa rétroactivité, au droit acquis, à la succession des lois. Alouette, et il y a justement une étudiante qui m'écrivait tout récemment pour me dire « Je ne peux pas croire que je suis avocate et que je ne savais pas ça. » Bref, parce que le microprogramme s'intéresse aux lois et aux règlements qui sont dans le fond la matière première du droit, vous allez en retirer des connaissances juridiques essentielles. Deuxièmement, le microprogramme nous aide aussi à mieux comprendre les lois et les règlements. La rédaction et l'interprétation, là, ce sont vraiment deux opérations qui sont liées. Il y a des séances du microprogramme qui portent spécifiquement sur l'interprétation, mais même au-delà de ça, un commentaire qui revient souvent de la part des étudiants, c'est que le fait de s'exercer à écrire des lois et des règlements, bien, ça les a aidés à mieux lire les lois et les règlements et à mieux les comprendre. Et je vous dirais aussi que les plaideurs en tirent tout un éventail de nouveaux arguments à faire valoir au soutien d'une interprétation. Septièmement, le microprogramme vous donne accès à un savoir caché, notamment pour tout ce qui concerne le processus décisionnel du gouvernement du Québec ou encore le cheminement interne des projets de loi et des projets de règlement. Bref, là, toute la scène interne au sein du gouvernement. À part pour quelques grandes lignes, là, vous ne trouverez pas ça dans un livre ni sur Internet, et c'est une des forces du microprogramme. Vous avez accès à l'envers du décor. D'ailleurs, là, il y a plusieurs enseignants actuels qui travaillent ou qui ont travaillé au sein de la fonction publique québécoise. Alors, ils ont vraiment une connaissance qui est très pratico-pratique de la légistique. Huitièmement, le microprogramme permet vraiment de nous ouvrir les yeux sur les défauts des lois et des règlements qui sont actuellement en vigueur. Et comme on cherche souvent à s'inspirer des lois et des règlements qui sont déjà existants, c'est super important de pouvoir porter un regard critique, en fait, sur les libellés pour éviter de reproduire encore et encore les mêmes erreurs ou les mêmes maladresses. Neuvièmement, ce qui est extraordinaire avec ce qu'on apprend dans le microprogramme en matière de rédaction de lois et de règlements, c'est que c'est transposable à la rédaction de plusieurs autres types de textes, que ce soit des politiques, des directives, des contrats, des guides explicatifs. Autrement dit, même si vous devenez jamais légiste, ce n'est pas du temps perdu parce que plusieurs des principes qui permettent de bien structurer un texte ou de bien formuler un énoncé, ça va vous servir dans une multitude de situations. Et finalement, dixièmement, c'est un aspect bonus qui est, selon moi, hautement sous-estimé, mais le microprogramme permet de se construire un solide réseau de contacts. Une des richesses du microprogramme, c'est vraiment la diversité du profil des étudiants. Il y a évidemment des étudiants provenant de divers ministères et organismes au sein de la fonction publique du Québec, mais il y a aussi des étudiants qui proviennent du fédéral, des municipalités, des ordres professionnels, des tribunaux, de la pratique privée. Il y a des étudiants à la maîtrise, au doctorat. Il y a aussi parfois des étudiants qui ont un profil atypique. Et tout ce réseau de contacts-là est susceptible de vous procurer divers avantages insoupçonnés sur le plan professionnel. Là, il y a divers liens qui se créent, il y a de l'échange d'informations. Et par exemple, je sais qu'il y a une étudiante du ministère fédéral qui a déjà été invitée à aller donner une conférence au gouvernement du Québec. Il y a certains qui se trouvent un emploi. Bref, c'est un aspect bonus dont je voulais vous faire part. C'est ce qui conclut mon top 10. Voilà pourquoi, en résumé, je n'ai jamais regretté mon inscription dans le microprogramme de légistique. En fait, je me sens tellement redevable envers le microprogramme que j'y enseigne maintenant pour donner au suivant. Et parlant d'enseignement, 2 mots sur la formule pédagogique. Comme le dit Mélanie Sanson, les cours du microprogramme sont donnés à distance suivant une formule que l'on dit asynchrone, c'est-à-dire qu'il y a différentes activités qui vous sont proposées à chaque semaine et vous êtes libre de les réaliser au moment qui vous convient mieux. Autrement dit, vous n'avez pas un cours sur Zoom à chaque lundi à 18 h. Les étudiants du microprogramme travaillent pour la plupart à temps plein. Alors, l'objectif de la formule, c'est de vous donner une flexibilité encadrée. Autrement dit, vous êtes libre d'organiser votre charge de travail au cours de la semaine. Ça, c'est l'aspect flexible, mais il y a un calendrier, notamment des dates d'examen ou de remise, pour vous permettre de garder le cap.
Et aussi pour vous permettre d'interagir avec vos collègues parce que vous étudiez à peu près la même chose au même moment. Alors, ça vous permet d'interagir sur le forum. Ça, c'est l'aspect non flexible, mais honnêtement, c'est dans votre intérêt. Pour ma part, là, j'ai vraiment adoré la formule asynchrone. Je trouve que c'est une formule qui est particulièrement bien adaptée pour les professionnels. J'ai fait le microprogramme sans avoir de libération de mon employeur et en ayant 2 jeunes enfants, comme c'est le cas pour plusieurs étudiants. Alors, c'est vraiment ce qui a rendu possible ce qui autrement aurait été impossible. Par ailleurs, je souligne qu'un cours à distance, ça ne signifie pas que vous êtes laissé à vous-même. Hein. Les enseignants sont vraiment très présents pour répondre à vos questions et vous êtes aussi en interaction avec les autres étudiants de votre cohorte, notamment via le forum du cours. Pour vous donner une idée, là, une séance régulière de cours comprend généralement une présentation PowerPoint narrée de 30 à 60 minutes, des lectures et des exercices qui prennent la forme d'un questionnaire en ligne. Ça vous permet d'obtenir une rétroaction immédiatement après l'avoir complété. Ça, c'est pour les séances de cours régulières, mais sachez que parmi les moments forts du microprogramme se trouvent les pratiques de rédaction, qui sont des situations d'écriture que l'on fait en équipe sur plusieurs semaines et où on est amené à écrire ou encore à réécrire des extraits de loi ou de règlements là, sous l'œil avisé de Jacques Lagacé, qui est le sage jurilinguiste du microprogramme et que j'estime vraiment au plus haut point. Et ces pratiques de rédaction là, sont vraiment extrêmement formatrices, notamment grâce à la rétroaction extraordinaire de Jacques Lagacé et aussi grâce aux échanges qu'on a au sein de notre équipe. Hein, vous savez, ce qu'on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Alors, sur ces sages paroles, je vais m'arrêter ici en espérant vous avoir convaincu de l'intérêt du microprogramme. Merci Rachel. Alors, je pense que déjà, vous pouvez voir tout le dynamisme de nos enseignants, leur bon sens de l'organisation aussi. Rachel parlait du fait qu'on apprend à structurer une loi, à structurer les idées. Alors, j'ai bien aimé l'idée d'un top 10 là, des points positifs d'un passage dans le microprogramme. Merci infiniment. Je pense que vous avez bien compris aussi l'intervention de Rachel qu'un enseignement à distance, ce n'est pas un enseignement où l'on est laissé à soi-même. Hein. Rachel a beaucoup insisté sur la rétroaction que vous recevez pendant votre cheminement dans le programme. Je pense que c'est vraiment un des éléments forts de ce programme-là, l'expertise, l'expérience de nos enseignants et je dirais même leur dévouement. Je voulais aussi vous dire que, et là, vous l'avez vu, hein, Rachel vous parlait de présentation narrée, d'exercices. Il ne faut pas penser qu'un cours à distance, c'est un cours de lecture. Loin de là, c'est beaucoup, beaucoup plus dynamique que ça comme formule pédagogique. Je pense aussi que vous avez compris que la charge de travail correspond en fait à celle d'un cours d'université. Là. Alors, évidemment, bon, on a toujours des gens qui sont un peu surpris. Là. J'aime mieux, moi, l'annoncer clairement d'entrée de jeu. C'est un cours d'université avec la charge de travail que cela représente, mais aussi avec tout l'accompagnement que cela implique. Alors, évidemment, on s'est laissé du temps pour les questions. Alors, on pourra, si vous souhaitez prendre la parole, nous poser vos questions, que ce soit l'outil, avec l'outil clavardage ou mieux encore en prenant la parole. Ça nous fera plaisir. Vous pouvez utiliser l'outil là, pour lever la main, mais vous pouvez, on est un petit groupe aussi, là, donc sentez-vous bien à l'aise de simplement ouvrir votre micro et de poser vos questions. Je vais aussi demander, vous savez, on a avec nous Mme Annie Carrier-Robitaille, qui est notre responsable de promotion de recrutement à la faculté et qui est en première ligne pour répondre à vos questions. Alors, on va mettre, voilà, voilà. Alors, vous voyez que dans le chat, Mme Carrier-Robitaille a mis une adresse pour la joindre, donc l'info@fd.laval.ca si vous avez des questions sur le microprogramme lui-même ou sur le processus d'admission. Vous pouvez bien sûr communiquer avec elle. Et voilà, bon, alors je vais apparaître des questions. Je vais tout de suite, juste avant de répondre aux questions, préciser pour le processus d'admission, juste pour vous dire que les admissions c'est déjà possible de présenter une demande d'admission et la voie privilégiée pour le faire, bien sûr, c'est par le site web, là, donc en allant dans la section qui est réservée à ça sur le site du registraire.
Alors, je vois déjà quelques questions. Le cheminement peut-il être complété en 1 an, soit 2 cours par trimestre, ou en plus de 2 ans selon nos contraintes professionnelles? Alors, la première réponse est non. La deuxième réponse est oui. Alors, c'est-à-dire que les cours sont préalables les uns aux autres. Donc, forcément, vous allez devoir débuter par le cours Légistique 1 à l'automne, et poursuivre évidemment par la suite avec Légistique 2, 3 et 4. Donc, ce n'est pas possible de faire les 2 cours à la fois. Donc, le parcours type est nécessairement sur 2 ans. Par la suite, est-ce que c'est possible de prendre plus de 2 ans? La réponse, c'est oui. On a des étudiants qui vont le faire en plus de 2 ans. Parfois, on sait que souvent nos étudiants ont des emplois très, très exigeants ou alors, je vous dis parfois la blague qu'il y a eu un baby boom en légistique. Alors, on a beaucoup de jeunes mamans dans nos cohortes présentement. Alors, pour toutes sortes de raisons, autrement dit, il peut arriver que l'on doive suspendre ses études là, pendant une session et c'est possible à ce moment-là de poursuivre l'année suivante. Alors, on comprend que les cours légistiques 1 et 3 sont à l'horaire à l'automne. Les cours légistiques 2 et 4 sont à l'horaire à l'hiver. Alors, parfois, on va autoriser là, simplement l'étudiant à sauter 1 an et à revenir. C'est la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a une cohorte qui débute à chaque année. Alors, auparavant, la formation était offerte seulement aux 2 ans. On recevait un nouveau groupe d'étudiants aux 2 ans. Alors, l'étudiant qui ne pouvait pas suivre un cours pour une raison ou pour une autre voyait sa formation reportée en réalité là, de 2 ans, alors que ce n'est plus le cas. On a une plus grande souplesse en débutant une nouvelle cohorte chaque année. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un aperçu des méthodes d'évaluation, nombre de travaux, de pages par trimestre? Alors, peut-être en termes de pages, Rachel, est-ce que tu voudrais répondre? Alors, juste peut-être qu'il y a des travaux, il y a des examens aussi. Jusqu'à avant la pandémie, forcément, il y avait un examen en classe. Mais je dis en classe, ça pouvait être sur le campus ou dans un centre d'examen ou sous la supervision d'un surveillant autorisé par l'Université Laval. Donc, c'est une façon de contrôler l'identité des gens. Tout ça est à revoir là, au lendemain de la pandémie. Mais donc, il y a ce volet examen, il y a le volet travaux. Alors, Rachel, je m'excuse, j'ai vu ouvert ton Oui, micro. oui. Je te cède la parole. Ah oui, 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 mais pour les travaux, en fait, à chaque semaine, il y a souvent un questionnaire qui est souvent formatif. Les gens vont le remplir. On a les statistiques, donc je peux vous dire que les gens le remplissent entre 5 minutes et 5 heures. C'est très difficile à répondre comme question parce qu'il y a des gens qui sont plus lents, il y a des gens qui sont plus rapides. Donc, à chaque semaine, il y a souvent un questionnaire hebdomadaire. À quelques moments, dans certains cours, il va y avoir également des questionnaires qui sont notés. Donc, ça, parfois, la durée va être limitée dans le temps. Donc, parfois, ça va être 30 minutes. Donc, ça, c'est davantage, ça va prendre du temps pour étudier au préalable. Et d'autres fois, les questionnaires vont compter, mais votre temps va être illimité. Donc, vous pourrez passer le temps que vous voulez dessus. Mais je vous dirais que c'est ça, de façon générale, les gens, il faut peut-être que vous avez déjà entendu parler là, de gens qui ont déjà complété le microprogramme. Puis là, il y a toujours 2 versions. Il y a ceux qui disent « Moi, là, j'ai fait ça, le microprogramme, ça me prenait 1 heure par semaine, pas plus, tout allait bien. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Moi, le microprogramme, ça m'a pris 20 heures par semaine. Il y avait beaucoup trop de travail. » Et ça c'est la réponse la plus honnête, c'est que ça dépend vraiment de vous. Puis les gens, souvent, s'intéressent à la logistique, il y a une petite tendance perfectionniste. Donc, il faut comme se mettre un bloc de temps dans notre horaire. Puis si on décide qu'on met 10 heures par semaine, normalement, c'est 9 heures. C'est un cours d'université, je ne me rappelle plus par crédit, mais ça donne 9 heures par semaine de travail pour un cours universitaire. Donc, avec ça, vous pouvez très, 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 très bien réussir et je sais que certains étudiants mettent beaucoup moins de temps que ça, là, en fait, sur leur cours. Donc, la charge de travail, là, moi, comme étudiante, me semblait tout à fait raisonnable, en fait. Merci, Rachel. Alors, je vois 2 autres questions sur le processus d'admission, les conditions d'admission et la date limite. La date limite à respecter est celle du 15 août. Alors, présentement, on est dans le processus d'admission, je dirais standard. Plus tard, on passera aux admissions tardives. Il demeure possible de présenter une demande d'admission jusqu'au 15 août.
Je vous dirais qu'évidemment, le plus tôt est le mieux parce qu'il pourrait éventuellement arriver qu'on ait un nombre trop élevé de candidatures et qu'on doit fermer les inscriptions. Ce n'est pas le cas à ce jour-là, mais il vaut toujours mieux, évidemment, faire les choses plus tôt que plus tard. Mais donc, la réponse courte, c'est 15 août. Pour les conditions d'admission, ce sont nos exigences habituelles du deuxième cycle, donc une moyenne minimale de 3 au premier cycle. Par ailleurs, vous verrez lorsque vous débuterez votre demande d'admission que vous devrez présenter une lettre de motivation. Sachez que ces lettres-là sont réellement analysées, votre curriculum vitae également. L'une des conditions, jadis, lorsque le programme a été créé, c'est d'avoir 2 ans d'expérience en rédaction législative. Cette condition-là, en fait, on peut la remplacer par une autre expérience pertinente ou un bagage pertinent. Donc, autrement dit, assurez-vous dans votre lettre de motivation de montrer en quoi cette formation-là s'inscrit dans un cheminement de carrière ou en fait dans un cheminement de formation logique là, et donc, il nous est arrivé d'admettre dans le programme des étudiants qui sortaient tout juste du baccalauréat et qui finalement y ont trouvé leur compte. Donc, on a des gens qui ont un niveau en fait, qui ont des expériences ou des bagages très différents. Je vous dirais qu'on a même parfois des non-juristes de formation, c'est-à-dire qu'on a des gens qui, dans la vraie vie, ils font de la rédaction réglementaire sans être juristes de formation. Et donc, on a eu éventuellement de la demande pour admettre ces gens-là chez nous. Et puis, on s'est dit, mais dans le fond, ils font déjà de la rédaction, alors aussi bien les outiller pour bien le faire, là. Donc, c'est même possible avec une expérience professionnelle pertinente, d'intégrer le microprogramme sans avoir un diplôme de premier cycle en droit. Donc, tout ça, je vous dirais, dépend de votre bagage respectif. Donc, assurez-vous de tout mettre ça en lumière dans votre curriculum vitae, dans votre lettre de motivation. Voilà. Est-ce qu'il y a, j'espère que ça répond bien aux questions qui nous ont été posées. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Alors, je disais, moi, que bien sûr, Mme Annie Carrier-Robitaille peut répondre à vos questions. De la même façon, si vous avez des questions plus spécifiques sur le contenu, n'hésitez pas non plus là, à communiquer avec moi. Et je vois une main qui s'est levée de Mme Mathilde. Alors, on vous écoute. Oui, je m'excuse, je voulais être sûre de pouvoir la poser. Puis là, j'étais en train de l'écrire, mais là, pour que je puisse la poser avant que ça prenne fin. J'ai une question un petit peu là, spécifique. Moi, je suis en congé de maternité pour le moment et à l'automne aussi. J'aimerais ça m'inscrire pour l'automne dans ce micro-programme-là, mais je serai en Europe, moi, jusqu'à la mi-octobre, normalement, là, si tout se passe bien. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une certitude que je pourrais quand même faire les examens à distance ou c'est mieux de ne pas m'inscrire au micro-programme étant donné la situation particulière, là? Non, inscrivez-vous. D'abord, vous avez bien fait de poser la question de vive voix. Puis c'est vraiment, le microprogramme de légistique est annoncé comme une formation en ligne, à distance. Donc, c'est à ce moment-là, lorsqu'on annonce un programme comme ça, c'est que vous avez une garantie de pouvoir le réaliser entièrement à distance. Okay. Donc, c'est la beauté de la chose. Donc, quand je vous disais que, bon, on avait dans le règlement de la formation à distance une disposition qui imposait une évaluation en présentiel, mais bon, cette disposition-là n'a pas été appliquée pendant la pandémie, bien évidemment. On verra si on sait qu'on devra revoir la politique de formation à distance de l'Université Laval. Peut-être qu'une telle exigence reviendra, mais il n'empêche que cette évaluation-là, sous surveillance, elle est possible à distance. Et je vous dirais qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur du pays et qui réalisent entièrement leur microprogramme à distance, que ce soit dans une autre province canadienne, que ce soit dans un autre pays. Donc, c'est absolument pas un obstacle. Donc, il ne faudrait vraiment pas vous priver de vous inscrire au microprogramme à l'automne pour cette considération géographique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, la façon concrètement dont ça fonctionne, pour les gens qui ne sont pas à Québec, alors l'Université Laval a certains centres d'examen un peu partout sur le territoire au Québec. Donc, les gens peuvent se rendre sur place pour faire leur examen. Et lorsque les gens sont à l'extérieur du pays, on a des ententes, notamment avec d'autres universités, où, en fait, tout ça est géré par le service de la formation à distance, mais simplement, l'évaluation va être réalisée sous la supervision d'un surveillant qui est accrédité, qui est reconnu par l'Université
l'Université Laval. Donc, ça peut se faire en Haïti, pour donner un exemple. Ça peut se faire en Europe. Là, c'est vraiment pas un problème. Puis, on a des gens qui sont habitués de gérer ces choses-là à l'université. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'on est merveilleusement dans les temps, 12h28, mais je ne veux pas priver non plus personne. Mais évidemment, comme je vous le disais, on ne disparaît pas pour autant, on demeure joignable. N'hésitez pas à venir vers nous, ça va nous faire plaisir. Par ailleurs, cette formation-là, cette séance d'information-là a été enregistrée et pourra être visionnée à nouveau au besoin. Donc, je pense qu'on a épuisé les questions dans le chat. Et donc, il me resterait à remercier les personnes là, qui ont vu à tout l'aspect logistique de cette séance d'information et évidemment remercier ma collègue Rachel Pomainville, qui est une enseignante fort appréciée dans le microprogramme de logistique, là, dont vous avez pu voir l'enthousiasme, l'amour de la matière et du microprogramme. Et donc, je précise que Rachel enseigne le cours Logistique 1. Donc, si vous vous inscrivez, vous débuterez votre parcours avec notre enseignante qui est une fort bonne ambassadrice du microprogramme, là. Et puis, vous pourrez goûter à tout son matériel pédagogique là, et voir ses prouesses technologiques, là. Alors, donc, je vous remercie tous d'avoir été présents. Je vous remercie de votre intérêt pour le microprogramme de logistique. Je remercie donc à nouveau Rachel et je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions. Et j'espère vous revoir donc dans le microprogramme à compter de l'automne. Alors, merci à tous. Une bonne fin de journée.